Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du vécu d'une fratrie d'un parent pervers narcissique. Et donc, pour commencer, le parent pervers narcissique, eh bien, il exerce un pouvoir tyrannique sur sa famille. Il se présente en maître, maître à penser, et il ne manifeste aucune empathie pour les émotions, les besoins, ce qui est vraiment important pour ses enfants. Il exerce une discipline de fer et pour y arriver, il alterne son comportement autoritaire et des comportements manipulateurs. Il dénigre un enfant, puis un autre, et c'est dans les deux sens, tout en faisant croire à chacun qu'il est bien sûr le confident. Il divise ainsi la fratrie pour régner en accordant des privilèges à l'un puis à l'autre, et en créant une émulation, une rivalité entre les frères et sœurs. Il peut élire son successeur, son faire-valoir, parce qu'il a un talent particulier. Si l'enfant accepte cette complicité, il reproduit par identification le modèle parental et se montre tyrannique et manipulateur par rapport à ses frères et sœurs. Par exemple, il peut se présenter en sauveur d'un frère ou d'une sœur en proposant son aide après avoir créé le problème pour lequel finalement le frère et la sœur demandent de l'aide. Il peut ensuite harceler et mettre en dette son frère ou sa sœur en le culpabilisant, le dévalorisant, en faisant du chantage, des menaces, etc. Parfois, il se victimise et il se plaint de son rôle alors qu'en réalité, il y trouve suffisamment de bénéfices que pour ne pas vouloir changer. Un membre de la fratrie peut être pris d'empathie pour lui et tenter de l'aider. L'enfant faire valoir peut alors finalement s'en prendre à l'autre membre de la famille qui veut l'aider, car en réalité, il ne veut pas changer comme le parent pervers narcissique. Par contre, l'enfant bouc émissaire du parent pervers narcissique peut l'être aussi de la part de l'ensemble de la famille ou d'un membre de la famille qui se rend complice du parent pervers narcissique. Celui-ci, en effet, peut favoriser cette complicité en proposant des privilèges, en faisant miroiter des avantages, en faisant des belles promesses, ou bien simplement par l'exercice de la peur, la technique des représailles, hein, donc pour finalement imposer sa tyrannie. Le parent pervers narcissique, en effet, exerce son pouvoir au détriment finalement du dialogue et de l'harmonie entre les membres de la famille. Le dialogue, de même au sein de la fratrie, est impossible durant l'enfance car le parent pervers narcissique divise, manipule et tyrannise son entourage. Mais en grandissant, l'enfant peut percevoir certaines choses et prendre du recul, prendre distance, prendre conscience de l'emprise. L'enfant peut alors tenter de dialoguer en grandissant avec les autres membres de la fratrie. Parfois, si les prises de conscience se font en parallèle, eh bien, une tentative de dialogue peut aboutir. Les membres de la fratrie peuvent alors jouer le jeu de la division en se communiquant toutes les informations, en essayant de dialoguer concernant leurs émotions, leurs besoins, leurs valeurs. Cela demande évidemment d'avoir pris conscience de l'emprise. Une autre façon finalement de faire face à l'emprise, c'est une attitude agressive, combative, et donc certains membres de la fratrie peuvent adopter un comportement assez combatif, critique, impatient, voire hostile, rigide parfois aussi. Et ces comportements de jugement sont des mécanismes de survie pour faire face à la détresse,
à la souffrance insupportable que vivent les enfants de pervers narcissiques en n'étant ni reconnus ni aimés par ce parent. Une autre défense, c'est le recours aux addictions. Et donc, ça peut être un moyen pour un membre de la famille qui vit cette souffrance insupportable de l'anesthésier. Et donc, voilà que ce membre de la famille, finalement, anesthésie sa souffrance, mais en créant évidemment toutes sortes de problèmes dans sa relation avec les autres membres de la fratrie et en créant des problèmes dans sa vie à lui. Un membre de la fratrie peut essayer de l'en sortir, mais finalement, comme aucun des deux n'a acquis suffisamment de sécurité intérieure, d'écoute de soi, de capacité à se mettre en lien avec soi, avec ses émotions, avec ses besoins, il est souvent observé que finalement ils entrent dans le triangle de Karpman, qui est le triangle des jeux de pouvoir, sauveur, victime et persécuteur. Et donc, finalement, ces jeux de pouvoir sont destructeurs et ne permettent pas vraiment de trouver des solutions. Le stress post-traumatique complexe que le parent pervers narcissique fait vivre à ses enfants peut pousser aussi à fuir toute forme d'engagement par incapacité à faire confiance en l'humain, peur de la violence, peur de l'emprise. Et donc, cette fuite ne permet pas à l'âge adulte de créer des liens, de s'ouvrir au niveau émotionnel et au niveau affectif à l'autre, si ce n'est à travers des comportements qui sont liés à des troubles de l'attachement insécures et donc avec des perturbations relationnelles, une difficulté à réguler les émotions ou au contraire une forte distance émotionnelle. C'est bien le cas dans le trouble de l'attachement évitant, dans la fuite des émotions et des besoins. Ce mécanisme de défense ne permet pas d'avoir une relation proche avec l'autre, une relation empathique et de soutien. Un dialogue constructif pour se comprendre, comprendre l'autre et dialoguer. Le rétablissement du dialogue avec les autres membres de la famille, de la fratrie, peut se faire parfois suite à un événement de vie, par exemple un burn-out ou une maladie, un voyage qui permet de découvrir d'autres façons de vivre, un soutien, une rencontre sécurisante, etc. Par contre, certains membres de la fratrie peuvent évoluer vers la dépression et donc se figer dans vraiment un vécu de retrait pour supporter la souffrance insupportable. Ces membres de la famille se figent, ils n'ont plus accès à la capacité de s'affirmer, de s'exprimer, de poser des limites. Et dans cet état de sidération, il y a un isolement qui se crée et cet isolement favorise la revictimisation. Coupés de la relation à eux-mêmes et aux autres, ces membres de la fratrie peuvent attirer des nouveaux prédateurs et donc finalement vivre une revictimisation. Et c'est difficile évidemment pour les autres membres de la fratrie d'entrer en contact avec cette personne puisqu'elle ne se livre pas, elle s'efface et elle a plutôt une attitude négative envers elle-même, la honte, la culpabilité, l'impuissance, ce qui rend évidemment difficile la relation à l'autre et le dialogue constructif. Il y a plutôt une tendance à l'auto-sabotage et à vivre des relations difficiles. D'autres membres de la fratrie peuvent adopter un comportement de sauveur et veulent aider à tout prix un autre membre de la fratrie ou le parent victime. Et cela sert évidemment à un mécanisme de survie puisque en sauvant l'autre, il y a une sorte d'évitement qui se fait de sa propre détresse ou de ses émotions, de ses besoins frustrés. Mais la relation à l'autre, dans ce cas-là, n'est pas équilibrée et elle évolue aussi dans le triangle de Karpman, victime, sauveur et persécuteur.
Donc cela entraîne des problèmes de jeu de pouvoir, des comportements autodestructeurs ou destructeurs. En tout cas, la personne s'épuise et peut tomber en burn-out à force de s'oublier et de satisfaire uniquement les besoins des autres. Donc ça peut être un burn-out familial si finalement cette personne veut sauver le parent victime ou un autre membre de la famille, par exemple celui qui est en dépression, qui se replie et voilà, qui ne se livre pas, ou celui qui est dans une addiction et qui finalement se protège de cette façon-là de son traumatisme. Donc cet épuisement n'est finalement pas une bonne chose et n'aide pas ce membre de la famille à se reconstruire. Mais voilà, ces membres de la famille n'ont pas appris finalement d'autres façons d'être en lien avec soi ou avec les autres, c'est-à-dire rétablir un sentiment de sécurité, écouter son corps, écouter ses émotions, identifier d'abord ses émotions. Ces enfants sont en état dissociatif suite au traumatisme vécu dans la relation aux parents pervers narcissiques. Et cette dissociation ne permet pas la relation stable avec autrui, la régulation des émotions, puisqu'il y a une coupure avec le corps, une coupure avec les émotions et avec les besoins. Donc finalement, aussi bien les émotions agréables que désagréables parfois sont tout à fait ignorées. Et donc pour sortir de ce mécanisme de sauveur, cette fuite des émotions et des besoins, c'est important de connaître les 5 critères que Eric Berne, en analyse transactionnelle, a identifiés pour aider les personnes qui ont tendance à aider jusqu'à s'oublier. Et dans ces 5 critères, il définit donc d'abord la première question, est-ce qu'on m'a demandé quelque chose? Puisque dans l'attitude de sauveur, on va au-devant des besoins des autres, même si l'autre n'a rien demandé. Est-ce que la demande est claire? Est-ce que je suis vraiment la personne bien placée pour aider? Est-ce que j'ai envie d'aider? Et est-ce que je me respecte? Est-ce que je respecte mes besoins ou mes limites en voulant aider? Donc avec ces 5 questions, on peut arriver à mieux poser ses limites, à mieux s'écouter, et donc ne pas en arriver à cet état d'épuisement qui n'est bénéfique ni pour soi ni pour la relation à l'autre. La solution donc pour les membres de la fratrie, c'est important d'arriver à évaluer quand on veut rétablir une relation avec un membre de sa fratrie, si on est dans une famille avec un parent pervers narcissique, eh bien, c'est d'évaluer donc si les autres membres de la famille, ou en tout cas celui auquel on a envie de s'adresser, a pu faire un travail de prise de conscience de l'emprise qui permette une ouverture, un dialogue, et donc c'est dans cette mesure-là, évidemment, que la relation peut être constructive. Dans le cas contraire, il vaut mieux prendre distance et prendre soin de soi, guérir son stress post-traumatique complexe et le trouble de l'attachement insécure qui est lié aux séquelles de l'emprise parentale et des violences subies durant l'emprise. Donc le stress post-traumatique complexe, il va se traduire dans une difficulté à établir des relations stables, une difficulté à réguler ses émotions et donc une difficulté aussi à se positionner avec recul pour pouvoir analyser, observer, analyser les émotions, les besoins qui sont en soi, mais aussi avoir de l'empathie où finalement cet observateur intérieur n'est pas présent. On a du mal à être empathique et vis-à-vis de soi-même au niveau émotionnel et au niveau de la relation à l'autre. Et donc ça, ce stress post-traumatique complexe, il peut être accompagné, comme je le disais, d'un trouble de l'attachement insécure. Et donc ça peut être l'anxiété, être dépendant de l'autre, attendre de l'autre ce que l'on n'a pas reçu du parent pervers narcissique, et notamment au sein de la fratrie, ou bien un trouble de l'attachement évitant, comme je le disais tout à l'heure, fuir l'engagement, avoir tendance à être plutôt dans un surinvestissement
professionnel, dans l'action, dans la performance, et donc éviter les émotions en soi et en l'autre, donc ne pas avoir cette empathie, ou bien un trouble de l'attachement désorganisé, donc avoir envie d'être en relation et en même temps vraiment avoir même une phobie d'entrer dans une relation proche par peur de revivre ces violences subies durant l'emprise avec le parent pervers narcissique. Et donc avoir vraiment des moments de forte angoisse de ce rapprochement qui rendent la relation difficile, instable et insécure. Si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un livre sur le sujet, notamment les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme, soit donc aux éditions Ellipse, soit dans la collection Récits et témoignages, où je parle justement notamment des enfants victimes de parents pervers narcissiques, ou dans la collection Sans questions-réponses, où là il y a un petit résumé des 100 principales questions qu'on peut se poser sur la relation à un pervers narcissique, notamment s'il s'agit de son parent et aussi de la fratrie. Voilà, si vous voulez en savoir plus. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée.